Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Vous venez de publier L'école de demain, proposition pour une éducation nationale rénovée aux éditions Odile Jacob. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème culturel au niveau de la France avec ce système ? On va dire par écrémage, où on va jusqu'à la 3e, puis ceux qui sont encore dans le haut du panier vont jusqu'au bac, puis la prépa, puis les grandes écoles. Est-ce que tout cela ne pose pas problème ? Ce qui pose problème, c'est surtout le fait qu'au nom de cela, on essaie de tirer le système vers le bas. Donc il faut faire très attention au diagnostic que l'on porte. On a besoin aujourd'hui de tirer le système vers le haut. Ça signifie qu'on doit reconnaître la diversité des excellences. Ça veut dire que tout élève de France doit savoir écrire, lire, compter, et donc la question de la maîtrise du langage du français est fondamentale. Sur cette base-là, et si possible sur des bases mathématiques importantes aussi, eh bien, on doit pouvoir déployer la diversité des talents. Et c'est la question de l'intelligence de la main, la question des différentes formes d'intelligence qui doivent être valorisées. Le problème en France, c'est pas tant qu'il y ait des parcours diversifiés, qu'il se passe des choses différentes pour chacun. C'est plutôt qu'on hiérarchise les parcours. Et par exemple, le fait que le lycée professionnel n'ait pas bonne réputation est une très mauvaise chose. On doit pouvoir, et c'est un des points du livre, revaloriser, mais complètement le lycée professionnel pour en faire quelque chose qui soit tout à fait valorisant pour ceux qui le font. Par exemple, parce qu'ils vont créer des petites entreprises ultérieurement, et ça nécessite justement d'avoir des compétences de base, non seulement pratiques, mais aussi de langage, de présentation de soi, de mathématiques, etc. Alors, on est dans le temps des propositions aujourd'hui, donc la parution de votre livre tombe bien. Selon vous, quelles sont les réformes à mettre en place en priorité ? Il n'y en a pas une seule. Il y a une série de choses à faire. Les grands principes, c'est premièrement une politique pédagogique à l'école primaire qui permette d'ancrer les fondamentaux chez tous les enfants. Donc là, je détaille évidemment dans le livre comment s'y prendre et par quels moyens passer. Je m'appuie pour cela sur les sciences cognitives, sur l'expérience et troisièmement sur la comparaison internationale. Ces trois piliers que sont l'expérience, la science et la comparaison internationale me paraissent être décisifs pour mener des politiques publiques. Si on fait quelque chose, c'est pas parce que je pense moi, je trouve que c'est bien et je vais vous l'imposer à vous. Non. On doit faire les choses parce qu'elles ont été prouvées. Un petit peu comme on le fait dans le domaine de la santé. Eh bien, dans le domaine de l'éducation, on a les moyens de savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas. On a les moyens d'expérimenter. On a les moyens de ne pas faire tout de suite pour tout le monde, mais de faire des choses pragmatiques. Et c'est un petit peu ce que je prône sur le plan pédagogique. Et par ailleurs, il y a un autre grand principe qui est celui de l'autonomie. On doit libérer le système, notamment les collèges et les lycées, en leur donnant une autonomie d'établissement qui permette aux équipes de décider sur le terrain comment allouer les moyens, comment s'organiser pour être efficace au service de chaque élève. J'en reviens à ces comparaisons internationales. Quels sont les exemples ou les modèles qui, selon vous, devraient nous inspirer ? Eh bien, aujourd'hui, vous avez deux grandes familles de pays qui s'imposent un peu dans les différents classements. Vous avez la famille asiatique, si je puis dire, qui finalement est assez traditionnelle dans son approche, repose beaucoup sur l'effort, la mémoire de l'enfant. Et puis, un modèle qui est pratiquement l'inverse, qu'on pourrait appeler le modèle scandinave. On parle aussi souvent de la Finlande, on peut parler aussi du Canada. Un modèle nordiste, disons, qui lui repose beaucoup plus sur l'épanouissement de l'enfant, la capacité à le valoriser, sur l'expression orale, etc. Je pense que la France a une tradition scolaire fantastique. On a nous-mêmes notre propre modèle, évidemment. Il ne s'agit pas de transposer exactement ce qui se passe en Finlande ou au Japon, parce qu'il y a dans les deux cas aussi des inconvénients qu'il faut savoir voir. Mais il faut, sur la base de notre trajectoire, de notre histoire, être capable d'inventer quelque chose qui prend le meilleur des deux traditions, c'est-à-dire à la fois l'importance de l'effort, l'importance du travail, l'importance de la rigueur, qui est quelque chose qu'on doit un petit peu réinstituer dans notre système. Et en même temps, l'importance de l'épanouissement, l'importance du plaisir, l'importance de la valorisation de chacun. Parce que les enfants de France n'ont pas assez confiance en eux-mêmes. Et, de façon générale, l'ensemble des acteurs n'ont pas assez confiance les uns envers les autres. Eh bien, merci beaucoup Jean-Michel Blanquer pour cette présentation et pour ceux qui veulent aller plus loin, je les renvoie à votre livre
L'école de demain aux éditions Odile Jacob. Merci. Merci à vous. Alors un rapport intitulé « Pour une meilleure maîtrise des langues » vient d'être remis au ministre français de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Chantal Manès-Bonisso, vous l'avez donc coécrit. Quel peut déjà être le bilan qu'on peut dresser sur ce sujet-là en France ? Bonjour, d'abord merci beaucoup de m'avoir invité dans cette émission, de me donner l'occasion de présenter un peu l'essentiel de ce rapport. Je voudrais saluer également mon copilote, mon co-auteur Alex Taylor, journaliste français d'origine britannique et européen, qui n'est pas là aujourd'hui mais qui est là avec nous par la pensée et qui a beaucoup travaillé avec moi sur ce rapport. Alors effectivement, je vous remercie de commencer par la question du bilan. Ce rapport a d'abord un objectif, c'est d'essayer de porter un discours un peu plus positif, un peu plus ouvert sur l'avenir concernant l'enseignement des langues en France. Pas uniquement de l'anglais, mais bien de toutes les langues enseignées qui sont nombreuses dans notre système éducatif. Alors, il est vrai que nous avons donné une date qui est un peu une date charnière, qui est 2006, date à laquelle nous avons lancé en France un grand plan de rénovation des langues ambitieux qui s'est rattaché à des critères et à une échelle de niveau européenne du Conseil de l'Europe, le cadre européen commun pour l'enseignement des langues. Nous avons fait beaucoup de progrès depuis, notamment dans l'enseignement primaire. Et la première partie du rapport s'attarde sur des chiffres très précis, sur les évaluations que nous avons menées à 3 périodes, trois dates, qui permettent de mesurer le progrès des élèves. Donc il est certain que les élèves jeunes dans le primaire, au collège également, ont fait des progrès essentiellement à l'oral, ce qui est logique puisque nous avons vraiment tenter de mettre l'accent sur les compétences orales. Il y avait un retard aussi à rattraper de ce point de vue-là. Il y avait un retard. D'ailleurs, ce bilan est encore une fois positif et lucide. Il n'est pas du tout contradictoire. Et nous insistons sur le fait qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Vous avez cité des chiffres qui sont qui relèvent d'une enquête européenne qui a été menée au niveau du lycée cette fois et qui montre que le niveau des élèves en France reste. Nous sommes très mal classés parmi nos partenaires européens. Donc il y a beaucoup de travail. Cependant, nous estimons, c'est ce que le rapport dit, que nous sommes sur la bonne voie, qu'il ne s'agit pas de faire table rase des réformes que nous avons mises en place depuis 2006, mais de continuer et puis surtout d'accélérer l'exposition des élèves, d'accélérer les progrès que nous faisons, de sensibiliser dès le plus jeune âge. Vous avez parlé d'enseignement précoce, c'est certainement une des recommandations importantes. Alors dans le rapport, on parle de l'âge de 11 ans. L'âge de 11 ans n'est pas la date de démarrage, mais une étude récente qui a été publiée, nous y faisons référence dans le rapport, montre que l'âge de 11 ans est un peu l'âge où le maximum des compétences peut se fermer. Moi, je n'aime pas tellement fermer les possibilités à l'âge de 11 ans, je trouve que c'est assez contre-productif, mais n'empêche que les études et les recherches montrent qu'effectivement, plus on commence tôt et plus les enfants sont très sensible à la phonologie. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas apprendre une langue après, mais c'est que vous aurez beaucoup plus de difficultés à l'apprendre en ayant un accent qui soit bien en place. En fait. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, peut-on se passer de diplôme ? Jeudi et vendredi, les élèves de 3e vont passer les épreuves du brevet des collèges. Premier examen pour un premier diplôme dans un parcours scolaire qui en comptera probablement quelques autres, à tel point qu'il y a peu de chances que sur leur CV plus tard, les titulaires du brevet le mentionnent. Pour le baccalauréat, c'est un petit peu différent. Le bac reste un marqueur important de la scolarité, un sésame indispensable pour accéder à certaines fonctions, notamment dans l'administration. Mais jusqu'à quand ? L'objectif d'avoir 80% de bacheliers d'une classe d'âge est presque atteint. En contrepartie, le diplôme a perdu de sa valeur. Plus largement, on peut s'interroger aujourd'hui sur ce que valent en général les diplômes. Que viennent-ils sanctionner ? Des connaissances, des compétences, la fin d'un parcours ? Ne pas en avoir est-il forcément un handicap sur le marché du travail ? Peut-on se passer de diplôme ? Le diplôme, ça tient quelle place dans l'approche qui est la vôtre ? Florence Poivet. Nous, au MEDEF, ce pourquoi nous militons, et nous avons beaucoup milité, c'est que certes, nous espérons
que l'éducation nationale forme des citoyens, mais surtout, donne sa chance à nos jeunes d'être opérationnels demain, d'être employables, et tout au long de leur parcours professionnel. Et là, l'autodidacte que je suis peut-être, l'enfant suisse que je suis sûrement, dit bien sûr que le diplôme, il y a cette dimension de rituel, mais attention à ce que ça ne soit pas l'aboutissement. 80% d'enfants au bac, mais il faut imaginer pour le nombre d'enfants pour lesquels c'est totalement abstrait. C'est quelle clé concrète, opérationnelle dans ma vie de demain que mon bac. Donc, ce que nous disons, rendons les enfants surtout employables, opérationnels demain. Albert Jean Mougin. La France a cette habitude de, pour prendre le terme saxon, de diplomation, excusez-moi l'accent, mais j'y tiens, de donner des diplômes. Il en existe même pour ce que vous décrivez, madame. Ça s'appelle effectivement la validation des acquis de l'expérience, qui permettent effectivement d'accéder à un titre avec quelques éléments complémentaires. Les diplômes sont de toute façon des moyens d'identifier le niveau de... Allez, disons-le franchement, si on va par là, le niveau de rémunération négociable à l'échelle internationale. Sans parler du fait qu'ils ont quand même leur existence propre, un diplôme dans le cursus classique, baccalauréat, licence, doctorat, qui était à l'origine du système universitaire français à partir de 1809, lui correspond à quelque chose et signifie simplement des degrés, des grades dans une culture générale développée. Alors justement, j'allais y venir à cet intérêt malgré tout du diplôme. Est-ce qu'en privant peut-être les élèves d'un diplôme qui sanctionne la fin des études à la Wild Code School, est-ce que vous ne craignez pas justement, Caroline Le Tellier, d'handicaper vos élèves ? Alors en effet, en France, il y a une très forte culture du diplôme, on le voit, on le constate, et face à cela, il n'est pas question de priver nos élèves d'un diplôme. On a fait en sorte de pouvoir leur proposer, à l'issue de la formation, de passer à un titre professionnel qui équivaut donc en fonction de la formation qu'ils ont suivie à un niveau Bac plus 2 ou Bac plus 3, donc niveau 2 ou niveau 3 du référentiel européen. Donc c'est une possibilité qu'on offre à nos élèves. Tous ne le font pas, puisque dans le domaine numérique, il y a une culture un petit peu d'autodidaxie, justement, où certains développeurs revendiquent de réussir par leur expertise, sans bagage académique. Mais pour autant, pour certains, c'est important, notamment pour les personnes qui visent des postes dans des grands groupes ou dans des entreprises multinationales. Ça reste un sésame pour accéder à certains emplois. Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Vous venez de publier L'école de demain, proposition pour une éducation nationale rénovée aux éditions Odile Jacob. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème culturel au niveau de la France avec ce système ? On va dire par écrémage, où on va jusqu'à la 3e, puis ceux qui sont encore dans le haut du panier vont jusqu'au bac, puis la prépa, puis les grandes écoles. Est-ce que tout cela ne pose pas problème ? Ce qui pose problème, c'est surtout le fait qu'au nom de cela, on essaie de tirer le système vers le bas. Donc il faut faire très attention au diagnostic que l'on porte. On a besoin aujourd'hui de tirer le système vers le haut. Ça signifie qu'on doit reconnaître la diversité des excellences. Ça veut dire que tout élève de France doit savoir écrire, lire, compter, et donc la question de la maîtrise du langage du français est fondamentale. Sur cette base-là, et si possible sur des bases mathématiques importantes aussi, eh bien, on doit pouvoir déployer la diversité des talents. Et c'est la question de l'intelligence de la main, la question des différentes formes d'intelligence qui doivent être valorisées. Le problème en France, c'est pas tant qu'il y ait des parcours diversifiés, qu'il se passe des choses différentes pour chacun. C'est plutôt qu'on hiérarchise les parcours. Et par exemple, le fait que le lycée professionnel n'ait pas bonne réputation est une très mauvaise chose. On doit pouvoir, et c'est un des points du livre, revaloriser, mais complètement le lycée professionnel pour en faire quelque chose qui soit tout à fait valorisant pour ceux qui le font. Par exemple, parce qu'ils vont créer des petites entreprises ultérieurement, et ça nécessite justement d'avoir des compétences de base, non seulement pratiques, mais aussi de langage, de présentation de soi, de mathématiques, etc. Alors,
on est dans le temps des propositions aujourd'hui, donc la parution de votre livre tombe bien. Selon vous, quelles sont les réformes à mettre en place en priorité ? Il n'y en a pas une seule. Il y a une série de choses à faire. Les grands principes, c'est premièrement une politique pédagogique à l'école primaire qui permette d'ancrer les fondamentaux chez tous les enfants. Donc là, je détaille évidemment dans le livre comment s'y prendre et par quels moyens passer. Je m'appuie pour cela sur les sciences cognitives, sur l'expérience et troisièmement sur la comparaison internationale. Ces trois piliers que sont l'expérience, la science et la comparaison internationale me paraissent être décisifs pour mener des politiques publiques. Si on fait quelque chose, c'est pas parce que je pense moi, je trouve que c'est bien et je vais vous l'imposer à vous. Non. On doit faire les choses parce qu'elles ont été prouvées. Un petit peu comme on le fait dans le domaine de la santé. Eh bien, dans le domaine de l'éducation, on a les moyens de savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas. On a les moyens d'expérimenter. On a les moyens de ne pas faire tout de suite pour tout le monde, mais de faire des choses pragmatiques. Et c'est un petit peu ce que je prône sur le plan pédagogique. Et par ailleurs, il y a un autre grand principe qui est celui de l'autonomie. On doit libérer le système, notamment les collèges et les lycées, en leur donnant une autonomie d'établissement qui permette aux équipes de décider sur le terrain comment allouer les moyens, comment s'organiser pour être efficace au service de chaque élève. J'en reviens à ces comparaisons internationales. Quels sont les exemples ou les modèles qui, selon vous, devraient nous inspirer ? Eh bien, aujourd'hui, vous avez deux grandes familles de pays qui s'imposent un peu dans les différents classements. Vous avez la famille asiatique, si je puis dire, qui finalement est assez traditionnelle dans son approche, repose beaucoup sur l'effort, la mémoire de l'enfant. Et puis, un modèle qui est pratiquement l'inverse, qu'on pourrait appeler le modèle scandinave. On parle aussi souvent de la Finlande, on peut parler aussi du Canada. Un modèle nordiste, disons, qui lui repose beaucoup plus sur l'épanouissement de l'enfant, la capacité à le valoriser, sur l'expression orale, etc. Je pense que la France a une tradition scolaire fantastique. On a nous-mêmes notre propre modèle, évidemment. Il ne s'agit pas de transposer exactement ce qui se passe en Finlande ou au Japon, parce qu'il y a dans les deux cas aussi des inconvénients qu'il faut savoir voir. Mais il faut, sur la base de notre trajectoire, de notre histoire, être capable d'inventer quelque chose qui prend le meilleur des deux traditions, c'est-à-dire à la fois l'importance de l'effort, l'importance du travail, l'importance de la rigueur, qui est quelque chose qu'on doit un petit peu réinstituer dans notre système. Et en même temps, l'importance de l'épanouissement, l'importance du plaisir, l'importance de la valorisation de chacun. Parce que les enfants de France n'ont pas assez confiance en eux-mêmes. Et, de façon générale, l'ensemble des acteurs n'ont pas assez confiance les uns envers les autres. Eh bien, merci beaucoup Jean-Michel Blanquer pour cette présentation et pour ceux qui veulent aller plus loin, je les renvoie à votre livre « L'école de demain » aux éditions Odile Jacob. Merci. Merci à vous. Alors un rapport intitulé « Pour une meilleure maîtrise des langues » vient d'être remis au ministre français de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Chantal Manès-Bonisso, vous l'avez donc coécrit. Quel peut déjà être le bilan qu'on peut dresser sur ce sujet-là en France ? Bonjour, d'abord merci beaucoup de m'avoir invité dans cette émission, de me donner l'occasion de présenter un peu l'essentiel de ce rapport. Je voudrais saluer également mon copilote, mon co-auteur Alex Taylor, journaliste français d'origine britannique et européen, qui n'est pas là aujourd'hui mais qui est là avec nous par la pensée et qui a beaucoup travaillé avec moi sur ce rapport. Alors effectivement, je vous remercie de commencer par la question du bilan. Ce rapport a d'abord un objectif, c'est d'essayer de porter un discours un peu plus positif, un peu plus ouvert sur l'avenir concernant l'enseignement des langues en France. Pas uniquement de l'anglais, mais bien de toutes les langues enseignées qui sont nombreuses dans notre système éducatif. Alors, il est vrai que nous avons donné une date qui est un peu une date charnière, qui est 2006, date à laquelle nous avons lancé en France un grand plan de rénovation des langues ambitieux qui s'est rattaché à des critères et à une échelle de niveau européenne du Conseil de l'Europe, le cadre européen commun pour
l'enseignement des langues. Nous avons fait beaucoup de progrès depuis, notamment dans l'enseignement primaire. Et la première partie du rapport s'attarde sur des chiffres très précis, sur les évaluations que nous avons menées à 3 périodes, trois dates, qui permettent de mesurer le progrès des élèves. Donc il est certain que les élèves jeunes dans le primaire, au collège également, ont fait des progrès essentiellement à l'oral, ce qui est logique puisque nous avons vraiment tenté de mettre l'accent sur les compétences orales. Et il y avait un retard aussi à rattraper de ce point de vue-là. Il y avait un retard. D'ailleurs, ce bilan est encore une fois positif et lucide. Il n'est pas du tout contradictoire. Et nous insistons sur le fait qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Vous avez cité des chiffres qui sont qui relèvent d'une enquête européenne qui a été menée au niveau du lycée cette fois et qui montre que le niveau des élèves en France reste. Nous sommes très mal classés parmi nos partenaires européens. Donc il y a beaucoup de travail. Cependant, nous estimons, c'est ce que le rapport dit, que nous sommes sur la bonne voie, qu'il ne s'agit pas de faire table rase des réformes que nous avons mises en place depuis 2006, mais de continuer et puis surtout d'accélérer l'exposition des élèves, d'accélérer les progrès que nous faisons, de sensibiliser dès le plus jeune âge. Vous avez parlé d'enseignement précoce, c'est certainement une des recommandations importantes. Alors dans le rapport, on parle de l'âge de 11 ans. L'âge de 11 ans n'est pas la date de démarrage, mais une étude récente qui a été publiée, nous y faisons référence dans le rapport, montre que l'âge de 11 ans est un peu l'âge où le maximum des compétences peut se fermer. Moi, je n'aime pas tellement fermer les possibilités à l'âge de 11 ans, je trouve que c'est assez contre-productif, mais n'empêche que les études et les recherches montrent qu'effectivement, plus on commence tôt et plus les enfants sont très sensible à la phonologie. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas apprendre une langue après, mais c'est que vous aurez beaucoup plus de difficultés à l'apprendre en ayant un accent qui soit bien en place. En fait. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, peut-on se passer de diplôme ? Jeudi et vendredi, les élèves de 3e vont passer les épreuves du brevet des collèges. Premier examen pour un premier diplôme dans un parcours scolaire qui en comptera probablement quelques autres, à tel point qu'il y a peu de chances que sur leur CV plus tard, les titulaires du brevet le mentionnent. Pour le baccalauréat, c'est un petit peu différent. Le bac reste un marqueur important de la scolarité, un sésame indispensable pour accéder à certaines fonctions, notamment dans l'administration. Mais jusqu'à quand ? L'objectif d'avoir 80% de bacheliers d'une classe d'âge est presque atteint. En contrepartie, le diplôme a perdu de sa valeur. Plus largement, on peut s'interroger aujourd'hui sur ce que valent en général les diplômes. Que viennent-ils sanctionner ? Des connaissances, des compétences, la fin d'un parcours ? Ne pas en avoir est-il forcément un handicap sur le marché du travail ? Peut-on se passer de diplôme ? Le diplôme, ça tient quelle place dans l'approche qui est la vôtre ? Florence Poivet. Nous, au MEDEF, ce pourquoi nous militons, et nous avons beaucoup milité, c'est que certes, nous espérons que l'éducation nationale forme des citoyens, mais surtout, donne sa chance à nos jeunes d'être opérationnels demain, d'être employables, et tout au long de leur parcours professionnel. Et là, l'autodidacte que je suis peut-être, l'enfant suisse que je suis sûrement, dit bien sûr que le diplôme, il y a cette dimension de rituel, mais attention à ce que ça ne soit pas l'aboutissement. 80% d'enfants au bac, mais il faut imaginer pour le nombre d'enfants pour lesquels c'est totalement abstrait. C'est quelle clé concrète, opérationnelle dans ma vie de demain que mon bac. Donc, ce que nous disons, rendons les enfants surtout employables, opérationnels demain. Albert Jean Mougin. La France a cette habitude de, pour prendre le terme saxon, de diplomation, excusez-moi l'accent, mais j'y tiens, de donner des diplômes. Il en existe même pour ce que vous décrivez, madame. Ça s'appelle effectivement la validation des acquis de l'expérience, qui permettent effectivement d'accéder à un titre avec quelques éléments complémentaires. Les diplômes sont de toute façon des moyens d'identifier le niveau de, allez, disons-le franchement, si on va par là, le niveau de rémunération négociable à l'échelle internationale. Sans parler du fait qu'ils ont quand même leur existence propre
un diplôme dans le cursus classique, baccalauréat, licence, doctorat, qui était à l'origine du système universitaire français à partir de 1809, lui correspond à quelque chose et signifie simplement des degrés, des grades dans une culture générale développée. Alors justement, j'allais y venir à cet intérêt malgré tout du diplôme. Est-ce qu'en privant peut-être les élèves d'un diplôme qui sanctionne la fin des études à la Wild Code School, est-ce que vous ne craignez pas justement, Caroline Le Tellier, d'handicaper vos élèves? Alors en effet, en France, il y a une très forte culture du diplôme, on le voit, on le constate, et face à cela, il n'est pas question de priver nos élèves d'un diplôme. On a fait en sorte de pouvoir leur proposer à l'issue de la formation de passer à un titre professionnel qui équivaut donc en fonction de la formation qu'ils ont suivie à un niveau Bac plus 2 ou Bac plus 3, donc niveau 2 ou niveau 3 du référentiel européen. Donc c'est une possibilité qu'on offre à nos élèves. Tous ne le font pas, puisque dans le domaine numérique, il y a une culture un petit peu d'autodidaxie, justement, où certains développeurs revendiquent de réussir par leur expertise, sans bagage académique. Mais pour autant, pour certains, c'est important, notamment pour les personnes qui visent des postes dans des grands groupes ou dans des entreprises multinationales. Ça reste un sésame pour accéder à certains emplois.